Biographie de Richard de Coudenhove-Kalergi, portrait d'un visionnaire pan-européen. Article de Virginie Lamotte, 27 mars 2007. Plusieurs hommes ont pensé l'Europe, et ce depuis les débuts de l'histoire. Ces idées se sont traduites dans la mythologie pour expliquer notre monde, mais surtout depuis le XVIIIe siècle, ils l'ont pensé autrement. Organisé, politique, uni. Divers essais ont marqué l'histoire de l'idée d'Europe, tel Kant en 1795 et son projet de paix perpétuelle, ou Saint-Simon qui pensa en 1814 la création d'un Parlement européen placé au-dessus des parlements nationaux. Un siècle plus tard, en 1923, arrive un homme aux origines multiples, le comte Richard Nicolaus de Coudenhove-Kalergi, qui propose dans cette période trouble de l'entre-deux-guerres un projet de fédération pan-européenne. On peut se demander comment, au cœur des années 1920, alors que des États se déchirent sur des questions de frontières et de réparation de guerre, comment l'on est européen et surtout ce que signifie se sentir européen. La question se pose d'ailleurs encore aujourd'hui. Un Européen de sang et d'esprit, le cas de Coudenhove-Kalergi est ici très particulier. Sa famille représente à elle seule toute l'Europe. Pour commencer, il est né en 1894 à Tokyo, au Japon, d'un père diplomate austro-hongrois et d'une mère japonaise. On retrouve dans sa famille des racines crétoises et brabançonnes, ce qui correspond aujourd'hui à une province de la Belgique. Mais c'est à Constantinople que l'on retrouve les premiers membres de sa famille, des descendants de l'empereur byzantin Phossas. Plus tard, un autre apparaît à la cour de Marie-Antoinette, d'autres choisirent Venise. Les parents de Coudenhove-Kalergi, quant à eux, viendront s'installer en Bohême, là aussi en zone frontalière entre la Bavière et l'Autriche. Il y reçut une éducation européenne, tout son entourage était Europe, un précepteur allemand, des gouvernantes anglaises et françaises, une dame de compagnie hongroise, un secrétaire bavarois, un administrateur tchèque, des professeurs russes et turcs, ce dernier étant un Albanais musulman. Cependant, son éducation européenne ne s'arrête pas là. À 14 ans, il rejoint le Theresianum, une institution qui prépare les fils de la noblesse européenne et internationale aux carrières diplomatiques, de l'armée et du fonctionnariat. Il y côtoya toutes les nationalités et pas seulement européennes. Il y rencontra entre autres des Hindous, des Égyptiens et des Chinois, en plus des Européens provenant de tout le continent. Le huis clos dans lequel ces étudiants se sont retrouvés les a empêchés de vivre l'évolution politique de leur pays et les crises internationales qui sévissaient. En effet, ils n'avaient pas accès à la presse. Ainsi, au sein de cette institution, la notion de nationalité était secondaire et celle de patriotisme inexistante. La naissance de Pan-Europe. Par la suite, passionné de philosophie, il intègre l'université de Vienne, de laquelle il sort docteur en 1917. À la fin de la Première Guerre mondiale, il prend la nationalité tchèque et commence à réfléchir sur l'état de l'Europe, sur la question européenne et la nécessité de créer un nouvel ordre européen. Il est convaincu que le continent est meurtri et divisé. En 1922, il lance un premier appel à la formation de l'unité du continent, mais celui-ci est peu entendu. C'est en octobre 1923, par la publication de son essai Pan-Europe, qu'il présente son projet d'Europe unie. La Pan-Europe est le premier projet de l'époque moderne qui voit l'Europe politiquement et économiquement unie. Ce n'est pas seulement un cri d'alarme aux dirigeants européens de l'époque, il s'adresse également aux citoyens européens, tout le monde étant concerné par l'avenir du continent. Il ne propose pas seulement la paix, il propose l'organisation politique de l'Europe pour faire face aux nouvelles réalités résultant de la fin de la guerre, d'échéances européennes, mondialisation, développement de nouvelles technologies. Face à ces nouvelles réalités, il est donc nécessaire de s'unir, et au cœur de cette union doit se trouver la réconciliation franco-allemande, élément indispensable à tout projet d'unification européenne. Pan-Europe commence par cette phrase. Tout grand événement historique a commencé comme utopie pour finir comme réalité. Cette phrase résume tout son engagement. Il pose aussi le problème européen de la façon suivante.
L'Europe, dans son morcellement politique et économique, peut-elle assurer sa paix et son indépendance face aux puissances mondiales extra-européennes qui sont en pleine croissance? Ou bien sera-t-elle contrainte, pour sauver son existence, de s'organiser en fédération d'États? Poser la question, c'est y répondre. Au fil des chapitres, Koudenov-Kalergi va nous exposer sa vision de l'Europe passée, présente et ce qu'elle devrait faire pour assurer son avenir. À travers ses analyses d'un réalisme saisissant quant aux évolutions probables des relations internationales, mais aussi par ses propositions quasi révolutionnaires au regard des événements en cours, nous verrons comment un homme va essayer de créer l'Europe moderne. Écrit alors qu'il avait tout juste 29 ans, il appelle la jeunesse européenne à réaliser son œuvre, celle-ci représentant l'avenir du continent. Cependant, il aura fallu attendre encore 25 ans et une seconde guerre mondiale pour voir ce projet d'unification du continent commencer et voir ainsi son utopie réalisée. L'état de l'Europe après la Première Guerre mondiale. À la fin de la Première Guerre mondiale, les rapports mondiaux se redessinent et l'Europe n'en est plus le centre. Koudenov-Kalergi parle même d'émancipation du monde et de constitution de nouveaux empires. Empire intercontinental britannique, empire eurasien russe, émancipation asiatique et enfin influence grandissante des États-Unis d'Amérique, devenu le médiateur du monde et qui demande un traitement d'égal à égal avec l'Europe. L'Europe, quant à elle, se morcelle, se divise en États de plus en plus petits et perd ainsi de son poids et de son influence passée. À cause de ces trop nombreuses divisions internes, elle n'est plus considérée comme un interlocuteur privilégié. De plus, les nouveaux progrès technologiques des transports et des télécommunications raccourcissent les distances et rapprochent encore plus des hommes et des femmes qui ont du mal à vivre côte à côte. Cependant que les nécessités politiques rendent indispensable un tel rapprochement. Les tensions résultant de la guerre ne sont toujours pas apaisées et déjà, selon Koudenov-Kalergi, se dessinent les raisons d'une guerre prochaine, encore plus meurtrière, encore plus destructrice. Au sein de la Société des Nations, la SDN, alors que l'Europe n'est pas représentée dans son ensemble, elle reste pourtant le premier sujet de débat. Le monde doit résoudre les problèmes européens. Par conséquent, afin de pacifier ce continent, il est nécessaire pour celui-ci de réaliser son unité et, ici, Koudenov-Kalergi propose la création d'une fédération européenne, dont les contours sont déjà difficiles à définir. En effet, la question des frontières de l'Europe posait et pose encore aujourd'hui problème. Si les délimitations au nord, au sud et à l'ouest sont claires, dessinées par la mer et l'océan, celles de l'est sont floues. Alors que les premières sont nettement géographiques, les secondes varient en fonction des changements politiques, en particulier ceux de la Russie. Pour constituer la Pan-Europe, Koudenov-Kalergi va exclure la Turquie et la Russie à cause de leur situation géographique, mais aussi l'Angleterre à cause de son empire colonial présent sur tous les continents et de ses rapports particuliers avec les États-Unis. Selon Koudenov-Kalergi, il faut s'unir pour faire face aux changements politiques mondiaux. Et ici, les empires coloniaux de chacun ont une place importante car ils permettent l'indépendance économique du continent face aux autres puissances. Les rapports de l'Europe avec ses voisins. La formation de la Pan-Europe va amener des changements dans les rapports des États membres avec ses voisins immédiats, l'Angleterre et la Russie. En effet, puisque celles-ci ne peuvent en faire partie, il va falloir éviter qu'elles perçoivent la constitution de la Pan-Europe comme une menace à leur encontre. D'une part, il est plus qu'important que la Pan-Europe ne se construise pas contre l'Angleterre. Celle-ci doit être au contraire un partenaire privilégié, un intermédiaire entre l'Europe et l'Amérique sans appartenir politiquement à l'une ou à l'autre de par ses possessions coloniales. De son côté, l'Europe doit garantir la sécurité de l'Angleterre, car maintenant qu'elle n'est plus inaccessible grâce aux avancées technologiques en matière d'équipement militaire, avions, sous-marins et bombes, elle doit veiller à la stabilité de l'Europe afin d'être le plus éloignée possible des menaces. Sur le long terme, l'Angleterre a sa place dans les projets de Koudenov-Kalergi, dans l'établissement d'une paix perpétuelle où les accords pan-européens seraient étendus à l'Amérique, à la Russie et à l'Extrême-Orient, c'est-à-dire l'Asie.
Le cas russe pose plus de problèmes car la Russie représente une menace réelle pour les pays européens depuis la révolution d'octobre 1917, notamment vers les États nouvellement indépendants situés à la frontière immédiate de celle-ci. Le but de tout État européen doit donc être à tout prix d'empêcher une invasion russe. Pour cela, Koudenov-Kalergi propose un pacte de garantie européenne, pacte déjà évoqué lors de la conférence de Gênes sur la reconstruction économique de l'Europe en 1922 après la Première Guerre mondiale. C'est un acte qui met en place l'équité des États européens, c'est-à-dire que l'Europe va elle-même protéger ses frontières et aider ainsi les pays militairement plus faibles. Comme mesure d'accompagnement, il propose la création d'une ligue défensive pan-européenne. La paix et les frontières doivent donc être négociées globalement au niveau pan-européen et non individuellement où chacun tentera d'obtenir des garanties personnelles. Vis-à-vis de la Russie, il n'est pas uniquement question de stabilité politique, il est aussi question de stabilité économique. Les États européens doivent, pour sortir de la crise, réaliser l'unité économique européenne pour pouvoir se redresser économiquement l'un l'autre. En effet, par la création de nouveaux États, le commerce est devenu encore plus difficile à cause du morcellement douanier. Enfin, la question franco-allemande est fondamentale afin de réussir la construction de la Pan-Europe. Ces deux États doivent parvenir à dépasser leur rivalité quasi ancestrale pour y parvenir. Lors de la publication de cet ouvrage en 1923, donc ouvrage sur la Pan-Europe, France et Allemagne sont deux républiques voisines et qui partagent toutes deux les mêmes valeurs républicaines. Cependant, leurs peuples se haïssent et se battent toujours sur la question des frontières alors que leur intérêt commun devrait les pousser vers la coopération et vers l'Europe. Koudenov-Kalergi le dit très bien. On rend l'ennemi inoffensif en l'anéantissant ou en se réconciliant avec lui. Réconciliation des élites sur le dos des peuples européens. Pour ce faire, il va même jusqu'à proposer la création d'une union douanière entre les deux États afin de réunir le charbon allemand et le minerai français. Cela devrait aboutir, selon lui, à la constitution d'une industrie sidérurgique pan-européenne. Ainsi, bien avant la déclaration Monet-Schuman qui posera la mise en commun des ressources minières européennes comme point de départ à la fin de la guerre et qui aboutira à la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA, le traité CECA, Koudenov-Kalergi perçoit déjà la nécessité de faire disparaître la cause de la guerre pour obtenir la paix. L'Europe et les organisations internationales. Richard de Koudenov-Kalergi a beaucoup étudié le cas de la Panamérique avant de poser son projet de Pan-Europe. C'est un modèle politique à suivre, mais il s'agit pour lui d'aller plus loin, de le compléter. Pour forger son projet de Pan-Europe, il fait donc référence à la doctrine de Monroe, président des États-Unis du 2 décembre 1823, soit un siècle auparavant, qui dit que les États-Unis ne toléreront aucune immixtion de l'Europe dans les affaires politiques américaines, le précaré américain. Cela permit de réunir le congrès de Panama en 1826 qui donna naissance à l'idée de la Panamérique. C'est-à-dire en fait il suffit de morceler l'Amérique du Nord et également on va dire du Sud, divisé pour mieux régner en mettant des pions un peu partout au profit des États-Unis et des hautes élites financières. Voilà, je traduis pour les gens. Cela permit donc de réunir le congrès de Panama en 1826 qui donna naissance à l'idée de la Panamérique. Sous l'influence de Blaine, aujourd'hui considéré comme le père du panaméricanisme, la conférence panaméricaine se mit en place avec 16 commissions qui vont travailler en 4 langues, anglais, français, espagnol et portugais, sous le maître principe de l'égalité de chacun. Vous savez que la doctrine Monroe, c'est précisément... comment ça s'appelle ? La liberté pour les peuples de disposer d'eux-mêmes. C'est au nom de ce principe-là qu'on impose des dictateurs nouveaux, au profit des élites mondiales. Le mouvement panaméricain a véritablement été pionnier en matière de coopération régionale. Ainsi, tout au long des conférences panaméricaines qui eurent lieu en moyenne tous les 5 ans, on vit naître successivement la création de la conférence panaméricaine,
d'une cour d'arbitrage, d'un chemin de fer intercontinental, d'un allègement des douanes et d'un bureau d'information, 1889, d'une réflexion sur le sentiment panaméricain, 1901, d'un droit panaméricain, d'un allègement des formalités de naturalisation, en 1906, d'un système de protection mutuelle des biens, d'un projet de programme d'échange panaméricain de professeurs et d'élèves, du changement de nom en Union panaméricaine en 1910, et enfin la prise de conscience de l'opinion publique du sentiment panaméricain qui les emmène donc vers l'unité américaine de 1923. L'Europe doit donc suivre ce modèle, donc les États-Unis d'Europe, sans oublier l'instauration de l'égalité des droits de chaque État membre. La SDN, ou Société des Nations, future ONU, quant à elle, doit servir de base à la constitution d'une Union pan-européenne. Même si Coudenhove-Kalergi considère la proposition du président Wilson comme un échec quant à sa réalisation, celle-ci ne possédant aucune force matérielle et ne suscitant aucun sentiment affectif envers elle. Vous savez, c'est les fameux 13 points de M. Wilson au congrès, je crois, de Versailles, suite à la guerre de 14-18. La Société des Nations doit être au cœur des nouveaux rapports mondiaux qui doivent permettre de réorganiser le système de manière régionale, Amérique, Europe, Russie et Asie, donc SDN, futur ONU, et agir comme garant de la paix mondiale. En réalité, on passe tout simplement une corde autour des cous des peuples au profit de la grande banque, de la grande finance et du grand libéralisme destructeur des sociétés et de la famille. Mais avant tout, l'Europe doit s'imposer et cesser de faire régler ses conflits politiques internes par des États extérieurs. Le projet de pan-Europe politique. Le projet de pan-Europe politique. Avant toute chose, Coudenhove-Kalergi rappelle qu'il faut créer une cour d'arbitrage obligatoire pour les États européens afin que ne naisse aucun conflit qui serait pire que le précédent. Pour cela, il faut aussi dépolitiser le problème des frontières en ne les considérant que de manière administrative et ainsi finir par les abolir. L'Europe étant un véritable mélange de peuples et de populations de tout horizon et de toute culture, la notion de nation devrait être réduite à une communauté d'esprit. Ce que Coudenhove appelle dans ses livres l'esprit juif. C'est un judéophile. En effet, nos cultures sont assez proches les unes des autres, aussi bien au niveau religieux, scientifique qu'artistique, de même que nos modes de vie. Qu'est-ce qui nous empêche donc de nous sentir européens ? Par conséquent, Coudenhove-Kalergi préconise l'adoption d'un édit de tolérance sur le modèle de la loi de séparation des églises et de l'État en France en 1905, en séparant la culture de la notion de citoyenneté qui devra donc devenir une affaire privée comme l'est aujourd'hui la religion. De même au niveau commercial, il s'agira de supprimer progressivement les barrières douanières. Pour Richard de Coudenhove-Kalergi, la pan-Europe doit donc se construire de la manière suivante en 4 étapes. La première serait la mise en place d'une conférence pan-européenne sur initiative d'un pays comme l'Italie ou la Suisse qui ont tous deux des relations amicales avec les autres États du continent. La participation de l'Allemagne serait assurée. Il serait proposé avant tout la mise en place d'une cour d'arbitrage obligatoire afin d'assurer une paix durable sur l'espace européen. Ce qui donnera la Cour de justice des communautés européennes ou même la Cour européenne des droits de l'homme et les institutions européennes actuelles. Cependant, certaines questions comme celles concernant les territoires ne seraient pas abordées. En effet, Coudenhove-Kalergi est un diplomate, et il sait que c'est des sujets qui fâchent, et il est en faveur du métissage et pour lutter contre la consanguinité. Afin de centraliser toutes les actions de la conférence pan-européenne, un bureau pan-européen serait créé. La deuxième étape consisterait en l'établissement de la cour d'arbitrage et de garantie obligatoire. La troisième verrait la création d'une union douanière pour la restructuration de l'économie européenne et donc la libéralisation de la circulation des capitaux. Il y soulève également la question d'union monétaire et la notion de territoire économique pan-européen. Enfin, la quatrième étape serait ainsi la constitution des États-Unis d'Europe ou la Pan-Europe, une chambre des peuples constituée de 300 députés, à savoir
1 par million d'habitants, et d'autre part, la Chambre des États qui aurait, elle, 26 représentants, soit 1 par État membre. Donc tout simplement, on va dire un Sénat et on va dire une Assemblée nationale européenne. Voilà, pour les Français. C'est donc un modèle particulièrement centralisateur et jacobin qui, par la suite, doit s'allier avec la Panamérique pour former un gouvernement mondial. Voilà ça, quelles sont les pensées de Coudenhove-Kalergi. Rappelons que Coudenhove-Kalergi est un gnostique, un illuministe et un universaliste, avec une vision panthéiste et également dualiste. La Pan-Europe consacrerait le principe d'égalité des langues, mais Coudenhove-Kalergi pressent déjà les futurs problèmes liés à cette question. Alors que l'Angleterre ne participerait pas à l'Union pan-européenne, il conseille par souci technique d'utiliser l'anglais comme langue auxiliaire. Il préconise donc d'introduire l'enseignement obligatoire de celle-ci à l'école. L'Angleterre faisant le lien entre la Panamérique et la Pan-Europe. Donc vous voyez, les gens sont tous égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que les autres. Voilà, parce que c'est marqué la Pan-Europe consacrerait le principe d'égalité des langues, mais il y a une langue supérieure, l'anglais. Ce sont des gens qui aiment bien la contradiction et qui sont fans de la dialectique, thèse, antithèse, synthèse. Je vous conseille la lecture du livre de Coudenhove-Kalergi, Praktischer Idealismus, qui traite de tous ces sujets en français, idéalisme pratique traduit en 2014 en français. Il faut noter ici que l'anglais serait une langue minoritaire au sein des États de la Pan-Europe. Selon lui, grâce à cette mesure, la rivalité linguistique disparaîtrait et l'anglais revêtirait le rôle d'espéranto naturel de l'Europe. Vous voyez les contradictions. L'anglais serait en fait une langue supérieure, mais une langue minoritaire en fait réservée aux élites. C'est ce qu'il faut comprendre. Il faut noter au passage que Richard Coudenhove-Kalergi parlait lui-même 16 langues. C'est donc un très grand polyglotte. Ainsi constituée, la Pan-Europe se devra d'être neutre vis-à-vis des conflits mondiaux. Le principe de solidarité et de protection des États les plus menacés et les moins puissants devra être primordial. C'est donc une communauté des dirigeants politiques sur le dos des peuples. Les frontières ayant été abolies, les minorités ne devront plus être menacées et opprimées comme elles le sont. Oui, parce que Coudenhove-Kalergi veut créer une unique race, la race eurasiato-négroïde, qui ressemblera selon lui aux anciens Égyptiens. Il veut donc le métissage obligatoire pour le peuple, mais il veut que les dirigeants soient consanguins et que cette élite soit dite juive. C'est lui qui le dit dans son livre Idéalisme pratique, dont j'ai mis le lien dans la description sous la vidéo. Et c'est donc chapitres 4 et 5 de ce livre Idéalisme pratique. Grâce à l'abolition progressive des barrières douanières, il sera institué une consommation à l'échelle européenne et les prix baisseront avec la mise en place du principe de libre concurrence. Les entreprises et les industries seront alors libres de rechercher de nouveaux marchés. Ce qui est vrai pour les élites, ce qui est faux pour le peuple, parce que les prix montent pour eux, parce qu'on détruit leur économie au profit de la mondialisation. Les entreprises et les industries dont il est question sont en fait tout simplement les multinationales, parce que la liberté de circulation des capitaux et des industries est en fait l'aboutissement d'un néolibéralisme qui va à l'encontre des lois du libéralisme dans les traités d'Adam Smith, qui explique que les choses s'équilibrent par la main invisible sans jamais préciser quelle est cette main invisible et qu'en fait cette main invisible finit par tourner au monopole. Le but final de la Pan-Europe est bien entendu d'éveiller chez chaque Européen un sentiment d'appartenance à un objectif commun. Ce sentiment complétera le sentiment national. Pour cela, Coudenhove-Kalergi propose la création de l'Union pan-européenne qui sera effective la même année afin de développer dans chaque pays l'idée pan-européenne. Au cœur de ses ambitions et de ses rêves se trouve la jeunesse européenne, avenir certain et immédiat du continent. Il élabore même un drapeau pan-européen sur lequel figure la croix solaire, c'est-à-dire un soleil d'or sur fond rouge, symbole de l'humanité et de la raison. En réalité, symbole de la rose-croix et de l'esprit
gnostique panthéiste. Après Pan-Europe. Pan-Europe fut donc écrit en 1923 et à la suite le mouvement pan-européen commença. En 1926, le premier congrès pan-européen se réunit à Vienne au Konzerthaus et rassemblera plus de 2000 participants, de nombreux intellectuels qui témoignèrent leur soutien, tels Guillaume Apollinaire, Albert Einstein, Sigmund Freud, Thomas Mann, mais aussi des personnalités politiques comme Édouard Herriot ou Aristide Briand, tous francs-maçons, qui présenta en 1929 un projet d'association européenne à la SDN, et plus tard Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Robert Schuman, Winston Churchill, qui furent eux les pères fondateurs de l'Europe de l'après-guerre. En effet, Churchill s'est inspiré de Pan-Europe pour lancer son appel de septembre 1946 à l'unité du continent sous la bannière des États-Unis d'Europe, comprendre de l'OSS et de la CIA. Il en est de même quant à la déclaration Monnet-Schuman, tous les deux agents de la CIA, voir les dossiers déclassifié par le président des États-Unis, Barack Obama, en 2015 ou 2016. Que vous pouvez retrouver également dans le magazine Historia, magazine francophone et français, magazine Historia numéro 675 de mars 2003, cité notamment par l'UPR et François Asselineau. Petite dédicace au passage à l'UPR. En 1929, il propose l'adoption d'un hymne européen, le texte de l'Aude à la joie de Schiller sur la musique de la 9e symphonie de Beethoven, qui est aujourd'hui l'hymne européen. L'année suivante, il soumet l'idée de célébrer chaque année une journée européenne, et ce en mai. Il faut rappeler que nous comptons aujourd'hui 2 journées de l'Europe, le 5 mai pour le Conseil de l'Europe et le 9 mai pour l'Union européenne, jour de la déclaration de Robert Schuman. Richard Koudnov-Kalergi étant en fait le père des pères de l'Europe, si vous voulez, le père intellectuel de ça, et Koudnov-Kalergi avait lui-même pour père tout simplement le panaméricanisme. Suite à l'Anschluss, donc à l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne, il part aux États-Unis et dirige à l'université de New York un séminaire de recherche portant sur la création d'une fédération des États européens et forme ainsi l'Union pan-européenne en exil. Après avoir obtenu la nationalité française en 1939 et être rentré en Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il suggère en 1947 l'idée de créer un timbre-poste européen. La même année, à Gdańsk, je crois que c'est en Pologne, il fonde l'Union parlementaire européenne qui débouchera sur le congrès de La Haye de 1948 ou congrès de l'Europe. Celui-ci vit l'année suivante la naissance de la première institution politique européenne, le Conseil de l'Europe. Les années d'après ont été très prolifiques pour la construction européenne car elles virent l'apparition de la CECA, de la CE, Communauté européenne du charbon et de l'acier, et Communauté économique européenne, donc les 2 traités. Mais Koudnov-Kalergi a craint la naissance d'une Europe des hommes d'affaires et non de l'Europe politique qu'il appelait de ses voeux depuis plus de 25 ans. Oui, donc derrière vous avez la future ONU et vous aviez l'actuelle Société des Nations. La Pan-Europe aujourd'hui, l'héritage donc de Koudnov-Kalergi. Je précise que cette biographie et ces éléments sont tirés d'un site européiste. La Pan-Europe d'aujourd'hui. Ainsi, nous pouvons voir ce que c'était ces Pan-Europe, et la base de notre Europe contemporaine, et que cet homme, Richard de Koudnov-Kalergi, serait finalement le premier véritable père fondateur de l'Europe. Les idées qu'il a transmises au cours de la première moitié du XXe siècle ont révolutionné l'Europe. Il a donné un espoir durant les années troubles d'avoir un avenir commun et de donner cet avenir aux Européens qui en sont avant tout le premier concerné. L'Europe n'était pas prête à cette époque, lors de la publication de Pan-Europe, à s'unir à cause des dissensions trop profondes entre les peuples européens, mais elle a néanmoins réussi à se construire. Vous voyez aujourd'hui par exemple en France tous ces européistes tels les Bayrou, les Valéry Giscard d'Estaing, les Macron, et j'en passe. Tous ces gens-là ont pour père, en fait, Richard de Koudnov-Kalergi,
un homme dont on parle très très peu. En cette période de célébration des 50 ans des traités de Rome, il ne faut donc pas oublier cet homme qui en a le premier esquissé notre avenir et qui est aujourd'hui notre présent. Richard de Koudnov-Kalergi est mort le 27 juillet 1972 en Autriche. Il n'aura pas vécu le premier élargissement de la communauté économique européenne qui vit l'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark. Alors que dans son projet, il appelait le rapprochement de l'Angleterre au continent, mais sans ses colonies. Il ne vit pas non plus l'adhésion de son pays d'origine, l'Autriche, qui ne rejoint l'Union européenne qu'en 1995. Enfin, il n'a pas pu célébrer en 2004 et 2007 la réunification de l'Europe avec l'élargissement vers l'Est aux anciens pays communistes. Il pourrait n'avoir aujourd'hui qu'un seul regret, que le sentiment d'appartenance à l'Europe ne soit que trop peu présent parmi les peuples qui la composent, alors que la citoyenneté européenne a été instituée en 1992 dans le traité de Maastricht. Ce sentiment peine à naître encore aujourd'hui, au moment où le débat sur l'avenir de l'Union européenne revient avec la présidence allemande de l'Union européenne et Angela Merkel à l'occasion des 50 ans des traités de Rome. Voilà, alors fin de l'article, tiré donc du site Nouvelle Europe. Et je me permets de dire que ces européistes prennent vraiment les Européens et les peuples européens pour des cons. Voilà.